Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Je vous remercie donc d'avoir répondu présent à notre appel pour prendre part donc à cette conférence de presse que nous faisons ce matin. En effet, nous sommes réunis ce jour aux différentes qualités qu'il vous plaira donc de nous prêter afin de vous entretenir sur notre lecture de la situation politique donc, du moment, de l'état des lieux que nous pouvons en dresser et des perspectives qu'il nous faut envisager pour un Gabon fort, pour un Gabon prospère et pour un Gabon solidaire. Chacun de nous ici présents dispose de toutes les légitimités souhaitées pour pouvoir s'exprimer en toute liberté sur les principaux aspects annoncés par la thématique générale de la présente conférence de presse, qui a vocation, comme vous pouvez vous l'imaginer, à constituer non pas une fin en soi, mais le lancement d'un ensemble d'initiatives visant à tordre le cou au mensonge ambiant qui tend à travestir la réalité des faits et pour certains à faire passer leur lubie pour des vérités établies. En premier lieu, permettez que nous vous présentions les différentes personnalités présentes sur cette tribune. J'imaginais que vous en connaissez certainement quelques-unes. Je vais leur demander à tour de rôle simplement de décliner leur identité en commençant sur ma droite. Blaise Louembe. Simon Ntutumeman. Ceci étant fait, vous pouvez désormais, si vous ne l'aviez pas déjà fait auparavant, mettre un nom sur chacun des visages ici. Vous allez donc nous permettre maintenant d'aborder le sujet central de notre présence ici devant vous. Nous voudrions, pour rappel, dire qu'il y a bientôt un an, le peuple gabonais avait été appelé à voter pour élire celle ou celui qui allait conduire aux destinées donc, de notre pays pour les 7 années qui allaient suivre. Cette élection s'étant déroulée le 27 août 2016. Après une campagne rude qui a duré près de 2 semaines, une campagne parmi les plus heurtées que notre pays ait connue, les Gabonais sont allés aux urnes pour élire leur président de la République. Ils l'ont fait dans le calme, ils l'ont fait dans la dignité, selon nos traditions bantoues. Et cela, malgré les multiples provocations d'un camp qui s'était jeté dans cette campagne avec l'intention d'en découdre à tout prix. Les résultats de la dite élection présidentielle, après examen du contentieux par la Cour constitutionnelle, donnèrent donc Ali Bongo Ondimba vainqueur de cette élection. À la suite de quoi, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été investi dans ses fonctions et un gouvernement a été mis en place avec pour mission centrale de mettre en œuvre le projet de société du président de la République sur la base duquel il avait donc été élu. De plus, et ensuite, comme il avait annoncé avant et pendant sa campagne électorale, le président Ali Bongo Ondimba a fait tenir le dialogue politique inclusif et sans tabou auquel ont pris part la société civile ainsi que plus de 54 partis politiques de tous bords, tant de la majorité que de l'opposition. Cependant,
force est de constater que depuis la proclamation définitive de l'élection présidentielle de 2016, élection et résultats proclamés dans la stricte observation de la loi gabonaise, et après les assises du dialogue politique, une certaine opposition radicalisée et fanatisée s'emploie toujours à contester la victoire pourtant limpide et sans équivoque d'Ali Bongo Ondimba, dont elle cherche à en contester la légitimité, tout comme elle s'emploie à tenter de rendre notre pays, le Gabon, ingouvernable. Recluse au sein de la coalition dite pour la Nouvelle République, cette opposition s'éloigne inexorablement des sentiers de la démocratie réelle, à laquelle le peuple gabonais a librement adhéré depuis 1990, et ce pour s'engouffrer sur le chemin étroit et dangereux de la violence, des intimidations, de la haine et du harcèlement des autorités politiques et administratives de notre pays, tout en proclamant sa détermination, en des termes à peine voilés, à faire couler le sang des Gabonaises et des Gabonais. Pour atteindre cet objectif, cette opposition, disais-je, fanatique et en manque d'inspiration, ne recule devant rien, promettant de faire la voie au macabre dessein de voir les Gabonais s'entretuer. De plus, cette opposition, qui s'appuie à titre principal sur des personnalités étrangères dûment identifiées et nostalgiques de pratiques politiques douteuses et hors du temps, compte également sur l'action de journalistes complaisants qui sont mis à contribution pour publier des articles à charge, sans nuance aucune, contre Ali Bongo Ondimba, sa famille, ainsi que sur d'autres autorités publiques gabonaises. Les membres de cette opposition, dont les plus importants, ont tous été fabriqués et nourris par Omar Bongo Ondimba, n'hésitent pas à traîner son nom dans la boue et à cracher sur sa tombe. Que ceux de nos compatriotes qui seraient tentés de suivre cette opposition s'arrêtent donc un instant, juste pour se poser la question suivante. Comment ces personnes qui se montrent si ingrates envers celui qui leur a tout donné pourraient-elles se montrer reconnaissantes envers un peuple qu'elles ont toujours méprisé? Car en effet, avant que ne fleurisse dans leur esprit la volonté d'être président à la place du président Ali Bongo Ondimba, ces personnes n'avaient que mépris pour les populations gabonaises dont elles ignoraient à peu près tout. Mesdames et messieurs, cela va faire 1 an qu'à travers des journaux et des émissions télévisées, téléguidées, grossièrement orientée, cette opposition s'emploie non pas à une mobilisation démocratique du peuple, mais plutôt à un endoctrinement de certaines couches de nos concitoyens en instillant les germes du mensonge, de l'hypocrisie, de la rancœur, de la calomnie. En résumé, les germes de la haine, à des populations à qui elle enseigne que le bulletin de vote ne servirait plus à rien. Alors, mesdames et messieurs, une question s'impose à nous tous. Si le vote n'est plus le mode d'accession au pouvoir, que reste-t-il, ou plutôt, que propose donc cette
opposition à la place. Surtout lorsque nous constatons que son discours est abscon. Voici, mesdames et messieurs, en introduction, le mot que nous avons voulu faire pour lancer cette conférence de presse, et nous restons disponibles pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Je vous remercie. Merci les cadres du Parti démocratique gabonais. C'est comme il vous conviendra. Merci. C'est Ghislain Gonga de la rédaction Pour le Messager. Messieurs les cadres, pourquoi cet acharnement à une certaine opposition dont vous n'aviez pas donné l'identité, étant donné qu'au Gabon, on sait qu'il y a plusieurs oppositions? C'est pas pour répondre directement, je crois que vous n'avez peut-être pas été suffisamment attentif, mais dans le propos d'introduction, j'ai dit qu'il s'agit de cette opposition qui est recluse au sein de la coalition dite pour la Nouvelle République. Je crois que c'est clair, vous êtes journaliste, vous connaissez quelle est cette opposition qui se retrouve donc au sein de cette coalition dite pour la Nouvelle République. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre discours, votre présentation, votre introduction. Mais je pense que pour moi, la question demeure, quel est vraiment le but de cette conférence de presse? Quel est le message principal en dehors de ce discours sur l'état des lieux? Quel est le principal message que vous voulez adresser au peuple gabonais? Et que proposez-vous, peut-être, je vais revenir sur la question de mon collègue, que proposez-vous pour une sortie de crise? Parce qu'on a l'impression que malgré le dialogue politique d'Ngonji, qui était censé aplanir les angles, apporter une certaine paix sociale, on a l'impression qu'on tourne sur place, que rien n'avance. Merci, je suis Jérôme Wilfried Roman, je suis journaliste pour l'agence Centaure. Je voulais juste savoir, ça avait débuté comme ça, on se rappelle, le Mugabo au niveau de l'hôtel Boulevard. Je voudrais savoir, c'est quoi comment est-ce qu'on peut identifier aujourd'hui votre mouvement? Vous êtes un Mugabo bis, si je puis dire, ou un nouveau mouvement que vous créez pour soutenir, parce que vous avez introduit en disant que beaucoup d'actions, une série d'actions va être lancée. Je voudrais savoir, c'est quoi l'identité de votre mouvement, ou c'est juste, on va dire, 4 ou 5 personnalités qui qui affirment leur soutien à Ali Bongo? C'est quoi le mouvement? Bien, je peux commencer par sur toutes ces problématiques et les questions qui nous sont posées, il y a une trame. D'abord, on parle de quelle proposition pour sortir de crise ou de l'impasse. Pour ce qui nous concerne ici, le Gabon est sorti de la crise et le Gabon est sorti de l'impasse, s'il y avait impasse, après l'élection présidentielle, la formation du gouvernement. Le dialogue politique était un engagement du chef de l'État bien avant la campagne. Et pour ceux qui s'en souviennent, lorsque, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État s'est exprimé, il s'est engagé à tenir ce dialogue politique afin, disait-il, de faire évoluer nos institutions. La contestation électorale, qui n'était pas une première, malheureusement, puisque, en dehors de 2005 peut-être, toutes les élections présidentielles au Gabon ont connu leur lot de contestations plus ou moins violentes. Cette contestation a donné lieu, effectivement, à une demande de l'opposition qui rencontrait un besoin de la majorité d'avoir ce dialogue politique inclusif et sans tabou, comme vient de le rappeler Pacom Moubélé. Alors vous demandez quelles sont nos propositions. La première chose, il y a un gouvernement en place. Il faut que les uns et les autres comprennent que l'élection est terminée et qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour discuter. Il y a eu un temps pour dialoguer. Il est maintenant temps que nous passions à autre chose.
les Gabonaises et les Gabonais affrontent des situations quotidiennes parfois très difficiles, avec une crise économique qui tend à s'installer. Il y a besoin de travailler, de mettre les Gabonaises et les Gabonais au travail, d'avoir des résultats. Il y a besoin que le gouvernement mette en œuvre les engagements pris par le chef de l'État durant la campagne électorale. Vous vous souviendrez que le chef de l'État est allé en campagne sur la question de l'égalité des chances, sur la question du septennat de la jeunesse, sur la question de la destinée de la femme. Sur toutes ces questions, le gouvernement est attendu, il faut qu'il se mette au travail. Mais par ailleurs, que ceux qui ont perdu arrêtent de chercher à installer des éléments qui n'ont plus rien à voir avec la démocratie. Contrairement à ce que vous dites, nous sommes là ce matin, uniquement les 5 personnalités devant vous, mais dans les semaines à venir, vous verrez que nous sommes beaucoup plus nombreux que cela. Et les Gabonaises et les Gabonais qui soutiennent Ali Bongo Ondimba sont des centaines de milliers. Et qui aujourd'hui disent ça suffit. Il faut maintenant arrêter, que ces intimidations ne font peur à personne. Si aujourd'hui nous décidons, nous, d'interpeller à nouveau, c'est parce que nous avons un credo qui nous a été enseigné par Omar Bongo, qui est repris par Ali Bongo Ondimba, c'est la paix dans notre pays. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité. Une paix que de nombreuses nations dans le monde nous envient, y compris au-delà de l'Afrique. Nous devons maintenir la paix dans notre pays. Et que chacun arrête de s'imaginer qu'il suffit de bomber le torse pour penser qu'on a raison. Il faut que ça s'arrête. Et que ceux qui sont reclus dans un discours de haine et de violence, ce sont eux qui sont à l'impasse pour avoir promis aux gens des choses qui, chaque jour, s'éloignent. Et chaque jour, les radicalisent davantage. Parce que l'impasse, c'est de plus en plus eux. Et nous en reparlerons. Donc voilà ce que je voulais donner comme premier élément de réponse avant de céder la parole à l'un de mes amis ici et, comme vous avez dit, camarades, qui souhaitent la prendre. Merci. Merci Alain-Claude. Je voudrais rajouter, en répondant en même temps à la question du but de cette conférence de presse et du principal message. Le message important, c'est de dénoncer. De dénoncer l'attitude inacceptable d'une certaine opposition qui, depuis la fin de l'élection présidentielle de 2016, par l'entremise de son leader, pour ne pas le citer, M. Jean-Ping, s'obstine dans une sorte de déni de la réalité. Et déni qui finit par être presque, s'agissant de M. Jean-Ping, une sorte de déni psychopathologique. Parce que, voyez-vous, ce monsieur qui n'a connu le peuple gabonais qu'il y a quelques mois, refuse obstinément, en fait, je crois que c'est pour sa survie, il dénie la réalité de son échec. C'est ce qui fait qu'il reste, je pense de mon point de vue aujourd'hui, un acteur, quelqu'un qui demande à être suivi, parce que s'il reconnaît cette défaite, je suis persuadé que sa vie politique s'arrêtera. Donc, il embarque, et c'est ça qui est dommage et que nous voulons dénoncer, il embarque une partie de notre peuple dans ce déni. Car, voyez-vous, l'élection de 2016, elle a connu, certes, des difficultés, mais elle a été remportée par Ali Bongo Ondimba, constatée par toutes les instances qui gèrent les élections dans notre pays. Et à la demande du gouvernement gabonais, vous avez vu que pour la première fois, nous avons fait venir des personnalités de l'extérieur, parce que nous n'avions rien à cacher. Donc l'élection, elle est terminée régulièrement. Et ce monsieur continue à se pavaner sur la place internationale, à distraire le peuple dans un discours de haine, dans un discours suicidaire. Je pense que comme moi, vous l'avez suivi vous-même ces derniers temps, en général, vous et moi, les personnes normales, lorsqu'elles mènent un combat,
Si on leur pose la question de savoir, vous menez un combat, pourquoi, pour quelle issue, une personne normale vous dira que je mène le combat pour la victoire, n'est-ce pas? J'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire la victoire. Voyez-vous, M. Ping suicidaire dit, lui, il mène le combat jusqu'à la mort. Et c'est ça, c'est l'état d'esprit de ce monsieur que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Ce monsieur, il veut semer la mort dans ce pays. Il veut nous faire connaître les situations dramatiques que certains pays ont connues. Par sa radicalisation, son jusqu'au boutisme, il est en train de faire la preuve qu'il n'est pas un homme politique. Et donc nous voulons attirer l'attention du peuple gabonais, parce que quand même certains compatriotes le suivent, de bonne foi, persuadés que c'est vraiment un leader. Mais il n'en est rien. Constatez son comportement au quotidien, vous verrez que ce monsieur ne fait pas de la politique. S'il faisait de la politique, il se serait rendu depuis longtemps, il se serait rendu compte que l'élection était terminée et qu'il fallait qu'on laisse le peuple passer à autre chose pour la construction de notre pays, car c'est ce que Ali Bongo Ondimba propose au peuple, la construction et le développement du pays. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour, au fur et à mesure que la situation se présentera, développer avec vous ces différents constats et les propositions et les actions, vanter les actions d'Ali Bongo Ondimba pour un Gabon fort, prospère et solidaire. Merci beaucoup. Moi, je suis Yves-Laurent Goma. Je travaille pour gabonactu.com, mais je travaille aussi pour RFI et TV5. Monsieur les cadres, parce que jusque-là, on n'a pas une réponse bien précise à la question posée par mon collègue de Reuters. Est-ce que c'est le Mongabo qui est revenu, qui se renforce, qui va devenir plus virulente que la première version? On ne sait pas. Donc, monsieur le cadre, j'ai écouté dans le propos liminaire quelques phrases. Vous avez dénoncé l'ingratitude des anciennes personnalités qui ont travaillé avec Omar Bongo, sinon qui ont été fabriquées par Omar Bongo, qui crachent aujourd'hui sur sa tombe. Est-ce que, à travers ces affirmations, s'il vous plaît, vous ne voulez pas confirmer la thèse qui se répand un peu partout, que le Gabon appartient à Omar Bongo, sinon au Bongo? Est-ce que devenir opposant quand on a travaillé à côté d'un Bongo, soit le père, soit le fils, est un crime de lèse-majesté? C'est ma première question. Deuxième question, l'opposition, la coalition pour une nouvelle république, attaque, sinon vous attaque sur certains faits. Ils se répondent partout, comme vous le dites, à l'international comme dans le pays, pour dire que vous êtes des assassins. J'ai suivi récemment un collectif d'ONG qui a organisé des conférences débats à Paris pour dire la situation, l'évolution du dossier de la CPI. Et vous, nous avons la chance d'avoir ici M. Ali Akbar Onanga Yobege qui a suivi ce dossier. Quel point vous pouvez faire aux Gabonais pour que les Gabonais aussi, qui ont suivi ce qui s'est dit à Paris, puissent avoir aussi une opinion? Et l'opposition aussi vous critique, dit que vous avez été incapable de planifier la situation économique du pays. Tous les chantiers sont fermés. Est-ce que cette opposition n'a-t-elle pas raison? Et on vous reproche par exemple aussi, comme tous les matins, les fonctionnaires se réveillent avec un communiqué pour annoncer qu'ils seront mis sur banc de caisse. Que cache cette opération? Merci beaucoup. Vous travaillez vraiment pour plusieurs organes de presse, puisque je suppose que c'est pour chacun des organes que vous avez multiplié les questions. Nous allons y répondre. On voulait savoir est-ce qu'il y en a une autre, ou bien est-ce que c'est suffisant? Bonjour messieurs, je suis Fatima Chitanda de Renaissance Télévision. Monsieur Alain-Claude Billy-Bité, vous disiez tantôt que le Gabon est sorti de crise au sorti des assises d'Angonje et que près de 1000 Gabonais supportaient monsieur Ali Bongo Ondimba. Comment expliquez-vous alors les multiples grèves qui paralysent le pays et les plaintes des populations gabonaises? Une autre intervention avant qu'on réponde? Bonjour, Moussa Nzingi, j'interviens en tant que journaliste.
Monsieur Pacom Mobele, vous avez parlé dans votre préliminaire de l'agression dont fait montre certaines personnalités politico-administratives gabonaises au niveau de certains pays. Je citerai ici le cas de la France. Dans le mouvement qui va être lancé, déjà, comment comprendre le silence de ce pays, frère, je crois, ou ami, où nos compatriotes sont agressés et il y a un silence vraiment qui en dit long. Aucune plainte ou aucune interpellation pour ces personnes-là vis-à-vis de ce qu'elles font sur les personnalités gabonaises. Et par rapport à votre mouvement, qu'est-ce qui est prévu pour être fait? Je vois dans certains autres pays où, avec moins que ça, on interpelle par exemple l'ambassadeur pour lui demander comment est-ce possible que les compatriotes puissent être agressés, violemment même, sur leur territoire, et que là-bas, les forces de l'ordre n'interviennent pas ou n'entendent même pas ces personnes pour leur demander le pourquoi de ces agressions. Alors, qu'est-ce qui va être fait pour peut-être remédier à cette situation? Nous allons nous arrêter là pour le moment. Je voudrais juste signer, ça dépend si les cadres ici, amis et camarades, enfin, selon les qualifications que vous voulez bien nous donner, me l'autorisent. Je vais juste commenter sur la question des agressions à l'étranger. Vous voyez, ce qui est extraordinaire dans ces questions-là, c'est que lorsqu'on fait état des agresseurs, on parle toujours et on dit que ce sont des binationaux. Si on prend le cas de la France, est-ce que ces binationaux, ces Gabonais, quand ils agissent en France, ont-ils des cartes de séjour? S'ils ont des cartes de séjour, ce sont des Gabonais. S'ils n'en ont pas, ça veut dire que ce ne sont pas des Gabonais. Donc ça veut dire que ce sont des ressortissants d'un pays amis et frères qui agressent des Gabonais. C'est un constat qui est aussi simple que ça. Et les autorités compétentes dans ces domaines-là ont, je peux vous le rassurer, saisi les instances autorisées de ces pays-là pour poser cette question de façon très formelle. Il est facile, simple, de dire que oui, ce sont des binationaux avec une partie gabonaise, mais moi je veux bien qu'on me présente ces Gabonais-là qui sont installés, qu'on me présente leur carte de séjour. Donc vous voyez, il y a des ambiguïtés sur lesquelles il ne faut pas revenir. Tout ce que nous disons, c'est que nous avons besoin, dans le cadre des relations qui lient un ensemble de pays, que les gens puissent aller et venir. Et ces pays-là, dont la France que vous avez cité, est un pays de paix, de liberté, de fraternité, où la liberté d'aller et venir est garantie certainement par les lois de ce pays-là. Monsieur Ngoma, vous parliez tout à l'heure de dire que est-ce que c'est parce qu'on a travaillé avec Bongo, Omar, qu'on ne peut pas critiquer? Est-ce que ça ne donne pas le frein à ceux qui disent que le Gabon est un pays géré par une même famille depuis 50 ans? Mais sans le citer, M. Ping est de la famille Omar Bongo, il a quand même des enfants là-dedans. Il a des liens matrimoniaux. Moi, si vous voulez, je vous cite toutes les personnalités de l'opposition, autant qu'elles sont, et je vous établis les liens qu'ils ont eu, matrimoniaux ou non, ou de famille, avec Omar Bongo Ondimba et le reste. Donc ne rentrons pas dans ce débat. Omar Bongo Ondimba seul n'a pas construit le Gabon. Il a construit le Gabon en s'appuyant sur un ensemble de compatriotes. Parmi ces compatriotes, il se trouve qu'au devant de la scène, il y avait ces personnalités politiques aujourd'hui qui crachent sur sa tombe. Il faut le relever. Vous pouvez avoir travaillé avec quelqu'un depuis 3 ou 4 ans, et 3 ou 4 ans devenir le plus grand ingrat. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est la longévité ou la durée du travail avec la personne qui va justifier le fait ou pas que vous puissiez l'attaquer. C'est pour ça que je dis, soyons prudents dans ce que nous disons. Lorsqu'on parle d'une seule famille, parlons de la famille gabonaise, oui. La famille au sens large du terme, on peut le dire. Mais parler d'une famille en tant que lignée, c'est véritablement mal comprendre la situation politique, puisque même dans la famille de Omar Bongo Ondimba, nous avons aujourd'hui dans l'opposition des parents à Omar Bongo Ondimba. Pourquoi vous ne faites pas ressortir ça également?
Donc, où le Gabon est un pays libre, où les gens ont la capacité d'avancer et de venir. Vous parlez de la question de la CPI. Moi, je veux bien que la question de la CPI nous interpelle tous. N'oublions pas que c'est le Gabon qui a déposé une plainte à la CPI. Et que si la CPI... Oui, il complétera tout à l'heure. Et que si la CPI est venue au Gabon, c'est à l'invitation du gouvernement gabonais aussi, il faut déjà le dire. Voyez-vous, lorsque un Gabonais meurt, nous tous, nous sommes plus ou moins impliqués par les liens de parenté ou d'alliance. Quand il y en a 10 ou 15 qui meurent, presque c'est tout le Gabon qui est en deuil. Mais là, M. Ping nous dit qu'il y en a plus de 250, il y en a plus de 300. Mais nous sommes également préoccupés. Mais quand on nous donne la liste de ces 250 Gabonais, de ces 300 Gabonais qui sont morts, qu'on nous donne les noms de leur famille, ils ont appris où, leurs amis c'est qui, mais qu'on le sache. C'est quand même extraordinaire qu'on continue à dire qu'il y a 250, 300 Gabonais qui sont morts, mais où sont-ils? Il paraît qu'ils auraient été tués au QG de M. Ping. C'est la première fois que je vois un hélicoptère apparemment, à l'intérieur duquel il y aurait des gens armés avec des armes lourdes, qui auraient tiré en pleine nuit, avec des balles sélectives, puisqu'elles n'ont touché que les personnes qui étaient affiliées à M. Ping, et n'ont même pas laissé d'impact de balles sur le local. C'est quand même extraordinaire. M. Ngoma, vous devriez aller là-bas regarder, filmer les impacts de balles. Ne me dites pas qu'après un assaut aussi militarisé, il n'y a pas d'impact sur le site. C'est pour ça que je dis que nous, ce qui nous intéresse tous, c'est de rassurer le peuple gabonais et que ceux qui font ces affirmations-là nous donnent la preuve de ce qu'ils avancent. C'est facile de dire que oui, il y a eu 100 morts, 200 morts. Oui, peut-être qu'il y a eu des milliers. Vous voyez, tout à l'heure, un de mes amis ici parlait de jusqu'au boutiste. Mais depuis le 27 août 2016, combien de délais n'avons-nous pas eu? Dans 2 semaines, c'est fini. Dans 1 mois, Ali Bongo sera parti. Il n'arriverait pas à Noël. Le 1er janvier 2017, il sera parti. Mais à chaque fois, c'est la même rengaine. Entre-temps, que font ces mêmes personnalités? Elles vont à l'étranger. Et que disent-elles à l'étranger, ces personnalités? Elles disent que la guerre civile va être inévitable au Gabon et que le sang va couler. Et toutes les actions qui sont fomentées par elles, c'est là et dans ce sens. C'est pour ça que nous disons que la parole doit être utilisée avec beaucoup d'humilité par les hommes politiques. Et il ne faut pas que ces personnalités pensent qu'elles font peur à qui que ce soit. Les Gabonais sont des gens pacifiques de nature, mais que ces personnes sachent qu'il y a quand même un pas entre l'intention et l'action. Et qu'au moment de l'action, eux-mêmes peut-être ils seront surpris de voir jusqu'où est-ce que cette action pourrait les mener. J'ai peut-être pris trop la parole, j'ai un collègue qui voulait compléter certaines informations. Simplement sur le point concernant la famille. Ceux qui ont travaillé, donc les responsables politiques qui ont travaillé avec Omar Bongo, et quand ils quittent, donc vous avez dit le PDG, quand ils quittent, ils deviennent rares, ils deviennent non. Ce n'est pas ce qui est reproché. Ils peuvent quitter, ils sont libres de partir. Et je peux en parler, aisément. Je suis un Ntutumeman, je l'assume. Ntutumeman a travaillé pendant près de 30 ans avec Omar Bongo Ondimba. Mais ce qui est reproché à ces responsables politiques et qui est diabolique à la limite, c'est le fait qu'ils utilisent la duplicité, la manipulation, la démagogie. On ne peut pas avoir travaillé avec Omar Bongo et même avec Ali Bongo. Quand on est avec Ali Bongo, les choses se passent aisément, se passent très bien. Et quand on est en face, on diabolise. Alors c'est manquer de profondeur intellectuelle. C'est manquer à la limite, non seulement de profondeur intellectuelle, mais également c'est ne pas être juste. Comment peut-on avoir travaillé avec un apôtre de la paix, avec celui qui a rassemblé
qui a uni les filles et les fils de notre pays. Et une fois on quitte le bateau, c'est la haine, c'est l'invective. Il faut être juste. On peut être un opposant au système et être juste et dire quand c'est bon et critiquer quand c'est mauvais. C'est ce qui est reproché à ces responsables politiques. Et j'en parle parce que mon père a été dans le système. Et je suis celui qui dit, et qui dit haut et fort, qu'on ne fait pas la politique simplement avec le prisme familial. Ce n'est pas possible. Et moi, j'ai été jusqu'à dire non à mon propre père en disant la loyauté en politique, ça a un sens. L'ingratitude également en politique, je dirais, c'est malsain. Et c'est pourquoi nous n'accordons pas beaucoup de respect à ces aînés. Voilà ce qui est reproché. Ce n'est pas le fait de partir, c'est le fait, en réalité, de manquer de profondeur et de discernement. Voilà ce qui est reproché. En prolongement de tout ce qui vient de dire, je voudrais répondre à quelques interrogations de Laurent Ngoma qui a posé la question sur les chantiers fermés, les bons de caisse et les grèves. Mais je voudrais dire simplement qu'il ne faut pas que l'opposition utilise la voix du peuple pour assouvir ses propres besoins. Il ne faut pas être nombriliste. Il ne faut pas utiliser le peuple pour s'auto-satisfaire soi-même. Les grèves, la crise actuelle, mais M. Laurent Ngoma, votre radio panafricaine le dit tellement bien, la crise actuelle est due aux causes exogènes à l'économie gabonaise. Mais le gouvernement, et Alain tout à l'heure l'a bien dit, le gouvernement doit se mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail et nous l'avons fait. Nous avons proposé un plan de relance économique. Les instances internationales nous ont proposé des financements, 642 millions de dollars, M. Ngoma, que le FMI nous a prêté pour pouvoir relancer l'économie gabonaise. Alors je vous pose la question inverse. Quand vous dites que l'opposition n'a-t-elle pas raison quand les choses sont fermées, mais je vous pose la question inverse. Est-ce que l'opposition a raison de faire le tour du monde et d'aller dire aux instances internationales de ne pas prêter de l'argent aux Gabonais? Est-ce que c'est cela la relance économique que le peuple attend de ses futurs dirigeants, si encore ils y arrivent? Alors, il faut que le peuple n'attend pas ça des dirigeants et de l'opposition. Le peuple attend des salaires à la fin du mois, le peuple attend la résolution au chômage, le peuple attend des écoles, le peuple attend une économie qui marche. Le peuple n'attend pas que les dirigeants, les politiciens conduisent tout le temps les débats vers des rhétoriques politiciennes et qui ne s'occupent pas des intérêts du peuple. Nous soutenons un gouvernement qui travaille et qui s'oriente vers la solution des populations au niveau de toutes les couches sociales. C'est pour cela que le plan de relance économique que le gouvernement a proposé doit être soutenu par les populations et toutes les personnes qui sont de bonne foi et qui veulent, avec le gouvernement, trouver des solutions au travail, trouver des solutions à l'emploi, justement à la réouverture des chantiers aujourd'hui fermés du fait de la crise. Le gouvernement, les populations gabonaises ne souhaitent pas ce qui se dit dans vos organes de presse, M. Ngoma. Ne souhaitent pas que ça perdure. Nous avons une tradition au niveau de l'Afrique. Nous sommes respectueux des morts. Il ne faut pas faire dire aux morts ce qu'ils n'ont pas dit. Il ne faut pas faire porter le chapeau aux morts sur ce qu'ils n'ont pas réalisé. Il ne faut pas prendre les morts pour des marchepieds pour s'auto-satisfaire, pour résoudre ses propres problèmes nombrilistes. Monsieur Mbaobam,
est quelqu'un qui a été dans ce pays, qui a fait un parcours politique. Aujourd'hui, il n'y est plus. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, ou lui faire faire ce qu'il n'a pas fait. C'est irrespectueux des morts. Nous nous opposons à cela. Laissez les morts où ils sont. Respectons leur mémoire. Et sur la question des grèves multiples, mais nous soutenons le gouvernement qui s'y emploie. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de préparer la rentrée scolaire prochaine. On n'a pas besoin d'attendre que la rentrée scolaire ait lieu pour s'occuper des problèmes aujourd'hui. Nous souhaitons que le Gabon se mette au travail, qu'il n'y ait plus de grèves. Gouverner, c'est prévoir. On doit pouvoir, dès à présent, mettre les hommes au travail. Évitons de distraire le peuple. Évitons de donner l'occasion au peuple de croire que tout va mal. Comment pensez-vous que tout va mal quand même les instances internationales qui sont rigoureuses sur les questions du financement arrivent à avoir confiance et nous donnent de l'argent? Un mot sur les bons de caisse. Mais c'est tout à fait normal que l'administration contrôle ses effectifs. C'est tout à fait normal qu'on puisse faire, à un moment donné, un break. On s'est dit, on a besoin de savoir si tous les fonctionnaires de tel ministère sont bel et bien au travail et qu'on puisse savoir s'ils ont bel et bien pointé leur mensualité. Et on fait un pointage, on vérifie leur présence et ils vont à la caisse prendre leur argent. Mais ça ne veut pas dire que changer de mode de paiement, ça laisse croire qu'il y a un problème de financement des salaires. Vous voulez faire quoi? Donc, c'est ce genre de dérapage facile pour lequel nous nous opposons. Nous ne pouvons pas laisser dire de telles inepties et c'est pour cela que nous pensons que le peuple doit se réveiller et ne pas suivre ces personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et ces personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui sont nombrilistes et ne voient pas l'intérêt du plus grand nombre. Parfait. Merci. Il y a eu quelques questions qui m'ont été directement adressées. Je vais tenter d'apporter des éléments de réponse. D'abord, pour indiquer pour appuyer dessus, le discours radical que portent aujourd'hui ces gens est la marque de deux échecs. Le premier échec, c'est lié à la présidentielle de 2016. D'avoir échoué à prendre le pouvoir par la force, par la rue, d'avoir échoué dans leur tentative de ce qui s'apparentait et était clairement un coup d'État. Un coup d'État, c'est quoi? C'est la volonté de prendre le pouvoir autrement que par le cheminement prescrit par la constitution d'un pays. Dès l'instant où on attaque de manière délibérée des symboles de la République, comme l'Assemblée nationale, on n'est pas dans une démarche démocratique, et vous le savez. Dès l'instant où on s'en prend à la radio nationale, à la télévision nationale, le petit bréviaire des fomenteurs de coup d'État vous l'enseigne, on n'est pas dans une démarche démocratique. Et donc c'est un premier échec. Le second échec, patent, éclatant, c'est l'échec de la tournée en Europe de M. Ping. Ça a été un échec. Est-ce que vous vous souvenez que ce monsieur vous a présenté une photo où il a été reçu par un ministre français, par un ministre allemand, par une autre personnalité belge ou suisse? C'est quand même ça qu'il faut relever, messieurs les journalistes. Qui a reçu ce monsieur, le sous-chef? Si ça avait été des personnalités politiques de premier rang, on aurait inondé les réseaux sociaux avec des photos, et ces réseaux sociaux qui sont abondamment inondés par des robots, on l'aurait fait. Mais ça a été un échec. D'où on radicalise le discours à l'extrême pour tenter de mobiliser les populations. Arrivé à Libreville, un troisième échec. La mobilisation qu'on nous promettait, des dizaines de milliers de personnes, n'a pas eu lieu. Et pour masquer cet échec, on va plus loin. Et on va tellement loin qu'on est dans les mensonges. Ali Bongo était dans l'hélicoptère. Le dire dans un journal à grand tirage
quand on est un acteur politique, soi-disant de premier plan, ce n'est pas seulement mesquin, mais c'est honteux pour le pays. D'imaginer qu'Ali Bongo était dans cet hélicoptère, qui pour la première fois est venu bombarder ce siège, qui ne s'écroule jamais. Même les bunkers des Tillet se sont écroulés quand même sous les bombes. La photo est toujours là. Ce siège qu'on bombarde tous les jours, la photo est toujours là. Monsieur Ngoma, sur les 250 morts, vous travaillez pour TV5 et c'est sur TV5 que le porte-parole de M. Ping, M. Bourgi, nous avait indiqué 500 morts à Libreville. Il avait dit que les morts jonchaient les rues. Et vous qui êtes correspondant de TV5 à Libreville, vous n'avez envoyé aucune image de morts qui jonchaient les rues à Libreville. Alors, soit vous avez mal fait votre travail, soit les morts n'existent pas. Les 250 morts, des Gabonaises et des Gabonais vont se lever et vont saisir des instances appropriées pour que M. Ping nous indique où sont les morts. Qui sont les morts? Parce qu'à force de répéter un mensonge aux yeux de certains, ça pourrait prendre la parole de la vérité. Nous sommes Gabonais. Chacun se souvient de l'histoire de Massika, 15 morts. Tout le Gabon était en deuil. Avant Massika, on se souvient de Makongogno. Tout le monde était en deuil. Imaginez 250 morts au Gabon. Où sont les veuves? Où sont les veufs? Où sont les orphelins? Où sont les parents? Vous pensez que si le pouvoir avait peut-être caché les corps, il a aussi caché les parents de ces gens-là? Chacun a peut-être une dizaine de parents, une vingtaine de parents, une cinquantaine d'alliés. Multiplier 50 alliés par 250, qu'est-ce que ça donne? Ils sont où? Donc, M. Ping, on étudie, pour ce qui nous concerne, de manière à ce que tout l'examen soit fait, pour qu'ils répondent de ceci. S'agissant de la question évoquée par Blaise sur la mémoire de Mbaba, vous voyez jusqu'où le déni peut conduire quelqu'un. Il faut effacer, il faut gommer tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont incarné l'opposition gabonaise. Il faut les gommer pour être aujourd'hui le seul à prétendre incarner l'opposition. Il faut les gommer, il faut les effacer. En dénigrant tout ce qu'ils ont pu faire. Nous ne sommes jamais dans cette démarche. Et si nous considérons que les gens sont ingrats, ce n'est pas d'être parti, mais c'est étant parti d'avoir dit que tout ce qui était fait, même lorsqu'ils y étaient, était mauvais. Et de faire comme si, dans ces cas, ils ne sont responsables de rien. Eux n'ont contribué à rien. Les grèves les a répondu. Mais j'allais dire que la grève est le lot quotidien entre l'employeur et l'employé pour améliorer les conditions, c'est normal. La question, c'est sur le fondement des grèves. Nous dénonçons les grèves politiques. La volonté de paralyser un secteur parce qu'on veut plaire et on veut rentrer dans une démarche politicienne. Il y a des grèves dans les secteurs, on se demande quel est le mal dans ce secteur. On vous dit il y a grève. On regarde. Eux-mêmes n'arrivent pas à justifier pourquoi ils sont en grève. Mais parce que c'est piloté, c'est téléguidé, qu'il y a des objectifs. Et donc nous dénonçons ça. Il y a des grèves, effectivement, on s'assoit pour discuter. Le gouvernement est encouragé à discuter. Le Premier ministre est rendu au Parlement, il a dit le dialogue social sera au cœur de son action politique. Il le fait. Et donc, nous travaillerons à ce qu'il n'y ait pas cette persistance des grèves. Sur une dernière chose. Monsieur Laurent Goma, vous dites que ceux qui sont ici devant vous, c'est peut-être le Mugabo plus virulent. Nous avons dit, appelez-nous comme vous le souhaitez. Nous ne sommes pas un mouvement. Mais nous vous avons dit qu'il y a des centaines de milliers, madame, pas des milliers, j'ai dit des centaines de milliers de Gabonaises et de Gabonais qui soutiennent Ali Bongo Ondimba et qui ne veulent plus qu'on continue dans cette espèce d'atonie, d'apathie, on entend rien, on ne dit rien. Et on laisse quelques individus faire croire à la terre entière qu'au Gabon, Ali Bongo ne gère plus, ne maîtrise plus rien. Ceci doit s'arrêter. Et que ceux qui le font considèrent qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont systématiquement avoir une réponse en face. Ce sera des réponses multiples, mais toujours dans la légalité, dans le droit, dans la démocratie. Jamais nous ne serons embarqués sur des chemins de travers, sur des chemins sur lesquels ils veulent entraîner le pays. Mais nous saurons attendre, leur dire que si c'est comme ça, nous avons choisi des chemins. Et nous apportons les réponses en dénonçant, en dénonçant, en dénonçant. Mais nous ne compterons pas dénoncer dans les conférences de presse. Pas comme dans son propos vous a dit, ceci est le début, ce ne sera pas la fin. C'est le lancement d'une série d'opérations, alors soyez patients, vous serez informés de la suite. Et si vous nous donnez un nom, il vous reviendra de le donner, mais nous ne sommes pas appelés mouvement ou Mugabo. Voilà, merci Paco. Mais
je profite de cette perche tendue pour embrayer sur, est-ce que c'est sur ça que je comptais plus répondre, sur le nom du mouvement, mais comme l'a dit Alain Claude, nous ne sommes pas un mouvement, si ce n'est que nous sommes des personnalités, mais pas seulement celles qui sont là, dont l'ambition est de soutenir, mais clairement, l'action et la politique d'Ali Bongo Ondimba, en nous opposant ou en nous attaquant démocratiquement à toutes les personnes ainsi que leurs mensonges sur la réalité de la situation de notre pays. Et notamment, puisqu'il y a aujourd'hui celui qui prétend incarner l'opposition, mais il incarne également le mensonge invétéré. Parce que voyez-vous, M. Jean Ping, lorsqu'il dit que c'est Ali Bongo qui a fait incendier l'Assemblée, quelle honte! Tout le monde, le peuple gabonais, même à l'international, vous tous qui êtes ici, vous avez constaté les faits. Et ils sont simples, les faits. Après l'annonce des résultats, les partisans de Jean Ping ont convergé vers l'Assemblée nationale. Et ils ont mis le feu à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc dire que c'est Ali Bongo, c'est vraiment être un menteur invétéré, pathologique. Et de toute façon, le pathos dans les attitudes est finalement la caractéristique de ce monsieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voyez-vous, quelqu'un a dit que pourquoi est-ce que c'est un crime de lèse-majesté que de critiquer ou de s'opposer à Ali Bongo Ondimba ou au règne des Bongo. Je voudrais rajouter à ce qu'a dit Alain Claude tout à l'heure, et même Pacom, et même Simon. Le problème ici, c'est pas de s'opposer à Ali Bongo Ondimba. Je profite de cette question seulement pour dire, vous voyez, Ali Bongo a proposé au peuple un projet. Et par ce projet, il souhaite, et il va le faire, Inch'Allah, incarner le changement positif. Or, ceux qui crient aujourd'hui, qui contestent, mais là je voudrais que vous soyez attentifs. Nous l'avons souvent dit, je voudrais que ça retienne l'attention. L'opposition d'aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi? L'opposition d'aujourd'hui, c'est les pédégistes d'hier. Les pédégistes d'hier. Et je voudrais vraiment que vous fassiez attention à cela. L'opposition d'aujourd'hui, c'est les pédégistes d'hier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des personnalités qui ont géré ce pays. La situation que nous connaissons dans ce pays, que nous décrions, elle est le résultat de la gouvernance de ces personnes qui sont encore vivantes et qui sont, vous les regardez tous, je dis bien, tous qui sont dans l'opposition aujourd'hui sont les pédégistes d'hier qui ont géré ce pays. Croyez-vous que ces personnes, par rapport à moi, à ceux qui sont sur cette table, sont plus crédibles, sont à même d'incarner le changement? Pensez-vous que nous sommes comptables de la situation des 40 ou 50 ans de ce pays par rapport à ces personnes qui crient aujourd'hui dans l'opposition? Croyez-vous qu'il suffit de contester Ali Bongo Ondimba pour devenir opposant? Mais ces personnes, les pratiques qu'elles ont installées dans ce pays, mais sont encore là. Notre administration est gangrénée de personnes que ces personnalités ont mis dans les rouages de l'administration. Des pratiques que ces personnes ont laissées dans notre pays, dans la façon de faire. Ces personnes qui crient aujourd'hui sont comptables, sont responsables de la situation de notre pays. Donc, je voudrais insister là-dessus pour dire que donc, elles sont mal placées aujourd'hui pour nous donner des leçons. Et en tout cas, en ce qui me concerne, aucun d'entre eux ne peut me donner des leçons de gouvernance. Aucun d'entre eux. Ils ont tous fait la preuve de leur incapacité, de leur incompétence, puisqu'aujourd'hui ils dénoncent. S'ils dénoncent, ça veut dire que ça va mal. Et si ça va mal, c'est parce qu'ils nous ont laissé un héritage qui est mauvais, il faut le dire. Donc ils ne sont pas les mieux placés aujourd'hui
de toute façon, M. Ping, toutes les hautes responsabilités qu'il a assumées dans ce pays, on attend son bilan. Qu'il vienne nous dire que moi, lorsque j'ai été ici, voilà ce que j'ai réalisé pour le peuple. Et tous les autres de cet acabit qui sont avec lui, qu'ils viennent nous présenter leur bilan. Donc, ces anciens pédégistes, ils n'ont pas de leçons à nous donner, ils n'ont pas de leçons à donner à Ali Bongo Ondimba. Nous sommes là aujourd'hui et si vous voyez que beaucoup d'entre eux ont quitté, c'est justement parce qu'ils ont voulu que le système qu'ils avaient installé se maintienne. Or, Ali Bongo Ondimba a dit non, il faut évoluer, il faut changer les pratiques. C'est la raison pour laquelle tous autant qu'ils sont, je dis bien tous autant qu'ils sont, ont décidé de partir. Simplement parce que leur situation, leur pratique n'avait plus de cité dans la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba. Il n'y a rien, ce n'est pas des contestations idéologiques. Vous savez que chez nous, rarement l'idéologie est à l'origine des mouvements politiques. C'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. Ce n'est donc pas l'idéologie qui ramène ces personnes dans l'opposition. C'est leur propre intérêt. Ces personnes, qu'elles me démentent, ne trouvaient plus leur intérêt dans la façon de faire d'Ali Bongo Ondimba, simplement parce qu'Ali Bongo Ondimba, il veut développer ce pays et il veut le développer pour le peuple gabonais. Eux ont géré ce pays, pour beaucoup d'entre eux, uniquement pour leur intérêt. Ils ont voulu maintenir ce système et Ali Bongo Ondimba a dit non. Voilà pourquoi ils sont partis. Rien d'autre. Si quelqu'un est parti pour une contestation idéologique, j'attends que la personne demain sorte et dise voilà mon idéologie et celle-là. Quand j'ai voulu la mettre en œuvre, Ali Bongo Ondimba ou ceux qui sont à côté de lui ont refusé. Aucun d'entre eux. Tous sont partis parce que leurs intérêts étaient remis en cause au bénéfice du peuple gabonais. C'est ça que je voulais rajouter. Je vous remercie. Je crois que nous avons fait pour cette première rencontre le tour de la question. Je voudrais, en vous remerciant d'avoir trouvé le temps de venir ici, vous rappeler peut-être quelques principes qui fondent la cosmogonie même du peuple gabonais, du peuple bantou que nous sommes, et qui met au centre de toute chose le respect qu'on a pour soi-même et pour autrui. Chez nous qui allons de temps en temps dans les montagnes, dans les savanes, dans les plateaux, dans les lacs, on nous enseigne que si tu insultes le cabri, tu insultes la perdrix, tu insultes la poule, mais qui va te dire que le jour va se lever? Si tu insultes ton peuple, si tu fais tout pour que personne ne puisse donner assistance à ce peuple, si tu dénies à ce même peuple la volonté de se développer, mais si un jour tu es président, tu vas diriger quel peuple et quel pays? Tout ça pour dire simplement que nos frères, parents et amis qui sont dans l'opposition, radicalisés, je dis bien, je parle de l'opposition de M. Ping et ses acolytes, sachent que le Gabon est un et indivisible, que quelles que soient les actions qu'ils veulent poser, quelles que soient les prises de parole qu'ils ont, leur intention de gérer ce pays doit laisser la porte ouverte à l'union sacrée. Parce que même si demain, après-demain, ils venaient à diviser ce pays, ben, est-ce que ça veut dire qu'ils vont diviser les Gabonais en deux? Il y aura des Gabonais qui sont pour eux, qu'ils vont gérer et pas les autres Gabonais. Je discutais avec certains Occidentaux récemment qui me disaient que oui, bon, mais il y a 48% de Gabonais qui ont voté pour M. Ping. J'ai dit oui, mais aux élections en Europe, c'est des fois 50-49. Est-ce que c'est pour ça que vous divisez le pays en deux? Et que là-bas vous dites qu'il faut un gouvernement de l'Union nationale? Et que là-bas vous dites que donc le président n'est pas élu? Ce que vous faites chez vous en Occident, pourquoi vous pensez qu'en Afrique, on ne peut pas le faire non plus? Parce que l'Afrique, j'oubliais, elle est composée de beaucoup de Noirs et de quelques Nègres comme nous autres, mais ayant appris quand même dans les écoles occidentales, avec les mêmes réflexes, les mêmes mécanismes également. Donc il faut qu'on arrête aussi, pour certains de nos parents, amis et connaissances occidentaux, à vouloir donner des fois des leçons qui n'ont pas de sens particulier. Je crois que chaque pays a ses problèmes. La pauvreté n'existe pas qu'au Gabon. Je crois qu'elle existe également dans les pays occidentaux. Nous, de temps en temps, qui allons là-bas, on la voit, on touche du doigt. Ce n'est pas que nous sommes dans ghetto zéro ou dans chômage 0% non plus. Donc, que nos amis, camarades, alliés et le reste,
arrête également ce jeu qui fait penser qu'en tant qu'Africains et en tant que Noirs et Nègres, nous devons être à leur disposition. Aujourd'hui, il faut que l'on sache que ce que le président Ali Bongo Ondimba veut, c'est de nouer des partenariats, de serrer des mains, pas de tendre la main en tant que mendiant. C'est de serrer des partenariats qui soient gagnant-gagnant et qui soient bénéfiques pour les populations gabonaises et les populations de ces pays amis avec lesquels également nous avons des relations. Mais il ne peut pas être concevable que sur une échelle de 100, le Gabon prenne 5 ou 10 ou 20% et que certains pensent que c'est normal, qu'ils s'approprient ou qu'ils veulent s'approprier un ensemble de choses. J'ai dit qu'il faut que nous tous soyons prudents. C'est simplement pour dire que soyons concentrés, soyons en soutien au projet du président de la République, au plan de relance économique. Et comme je disais dans le propos introductif, nous allons avoir un ensemble d'initiatives que nous allons lancer. Vous savez que nous, quand on lance des initiatives, c'est très soutenu en général. Elles sont très rythmées. Donc, nous allons certainement nous revoir assez souvent, assez rapidement. Et soyez assurés que nous le faisons ici en toute liberté. En toute liberté. Et qu'à chaque fois que nous aurons l'occasion de dire ce que nous pensons sur les uns et les autres, nous le ferons sans langue de bois et continuons à dire que Ali Bongo Ondimba est le président du Gabon et c'est le seul élu président de ce pays. Je vous remercie.